Chapitre 99. La loi. On a vu avec quelle tranquillité Mademoiselle Danglars et Mademoiselle d'Armilly avaient pu accomplir leur transformation et opérer leur fuite. C'est que chacun était trop occupé de ses propres affaires pour s'occuper des leurs. Nous laisserons le banquier, la sueur au front, aligner en face du fantôme de la banqueroute les énormes colonnes de son passif, et nous suivrons la baronne, qui, après être restée un instant écrasée sous la violence du coup qui venait de la frapper, était allée trouver son conseiller ordinaire, Lucien Debray. C'est qu'en effet, la baronne comptait sur ce mariage pour abandonner enfin une tutelle qui, avec une fille du caractère d'Eugénie, ne laissait pas que d'être fort gênante. C'est que dans ces espèces de contrats tacites qui maintiennent le lien hiérarchique de la famille, la mère n'est réellement maîtresse de sa fille qu'à condition d'être continuellement pour elle un exemple de sagesse et un type de perfection. Or, Mme Danglars redoutait la perspicacité d'Eugénie et les conseils de Mlle d'Armilly. Elle avait surpris certains regards dédaigneux lancés par sa fille à Debray, regards qui semblaient signifier que sa fille connaissait tout le mystère de ses relations amoureuses et pécuniaires avec le secrétaire intime, tandis qu'une interprétation plus sagace et plus approfondie eût au contraire démontré à la baronne qu'Eugénie détestait Debray, non point parce qu'il était dans la maison paternelle une pierre d'achoppement et de scandale, mais parce qu'elle le rangeait tout bonnement dans la catégorie de ces bipèdes que Diogène essayait de ne plus appeler des hommes, et que Platon désignait par la périphrase d'animaux à deux pieds et sans plumes. Mme Danglars a son point de vue, et malheureusement dans ce monde chacun a son point de vue à soi qui l'empêche de voir le point de vue des autres. Mme Danglars, à son point de vue disons-nous, regrettait donc infiniment que le mariage d'Eugénie fût manqué, non point parce que ce mariage était convenable, bien assorti, et devait faire le bonheur de sa fille, mais parce que ce mariage lui rendait la liberté. Elle courut donc, comme nous l'avons dit, chez Debray, qui, après avoir, comme tout Paris, assisté à la soirée du contrat et au scandale qui en avait été la suite, s'était empressé de se retirer à son club où, avec quelques amis, il causait de l'événement qui faisait à cette heure la conversation des trois quarts de cette ville éminemment cancanière qu'on appelle la capitale du monde. Au moment où Mme Danglars, vêtue d'une robe noire et cachée sous un voile, montait l'escalier qui conduisait à l'appartement de Debray, malgré la certitude que lui avait donnée le concierge que le jeune homme n'était point chez lui, Debray s'occupait à repousser les insinuations d'un ami qui essayait de lui prouver qu'après l'éclat terrible qui venait d'avoir lieu, il était de son devoir d'ami de la maison d'épouser Mademoiselle Eugénie Danglars et ses 2 millions. Debray se défendait en homme qui ne demande pas mieux que d'être vaincu, car souvent cette idée s'était présentée d'elle-même à son esprit. Puis, comme il connaissait Eugénie, son caractère indépendant et altier, il reprenait de temps en temps une attitude complètement défensive, disant que cette union était impossible, en se laissant toutefois sourdement chatouiller par l'idée mauvaise qui, au dire de tous les moralistes, préoccupe incessamment l'homme le plus probe, le plus pur, veillant au fond de son âme, comme Satan veille derrière la croix. Le thé, le jeu, la conversation, intéressante comme on le voit, puisqu'on y discutait de si graves intérêts, durèrent jusqu'à 1 heure du matin. Pendant ce temps, Mme Danglars, introduite par le valet de chambre de Lucien, attendait, voilée et palpitante, dans le petit salon vert, entre 2 corbeilles de fleurs qu'elle-même avait envoyées le matin et que Debray, il faut le dire, avait lui-même rangées, étagées, émondées, avec un soin qui fit pardonner son absence à la pauvre femme. À 11h40, Mme Danglars, lassée d'attendre inutilement, remonta en fiacre et se fit reconduire chez elle. Les femmes d'un certain monde ont cela de commun avec les grisettes en bonne fortune, qu'elles ne rentrent pas d'ordinaire passé minuit.
la baronne rentra dans l'hôtel avec autant de précaution qu'Eugénie venait d'en prendre pour sortir. Elle monta légèrement, et le cœur serré, l'escalier de son appartement, contigu, comme on le sait, à celui d'Eugénie. Elle redoutait si fort de provoquer quelque commentaire, elle croyait si fermement, pauvre femme respectable en ce point du moins, à l'innocence de sa fille et à sa fidélité pour le foyer paternel. Rentrée chez elle, elle écouta à la porte d'Eugénie, puis, n'entendant aucun bruit, elle essaya d'y entrer, mais les verrous étaient mis. Mme danglars crut qu'Eugénie, fatiguée des terribles émotions de la soirée, s'était mise au lit et qu'elle dormait. Elle appela la femme de chambre et l'interrogea. Mademoiselle d'Eugénie, répondit la femme de chambre, est rentrée dans son appartement avec mademoiselle d'Armilly, puis elles ont pris le thé ensemble, après quoi elles m'ont congédiée, en me disant qu'elles n'avaient plus besoin de moi. Depuis ce moment, la femme de chambre était à l'office, et, comme tout le monde, elle croyait les deux jeunes personnes dans l'appartement. Mme danglars se coucha donc sans l'ombre d'un soupçon, mais tranquille sur les individus, son esprit se reporta sur l'événement. À mesure que ses idées s'éclaircissaient en sa tête, les proportions de la scène du contrat grandissaient. Ce n'était plus un scandale, c'était un vacarme. Ce n'était plus une honte, c'était une ignominie. Malgré elle, alors, la baronne se rappela qu'elle avait été sans pitié pour la pauvre Mercédès, frappée naguère, dans son époux et dans son fils, d'un malheur aussi grand. Eugénie, se dit-elle, est perdue, et nous aussi. L'affaire, telle qu'elle veut être présentée, nous couvre d'opprobre, car dans une société comme la nôtre, certains ridicules sont des plaies vives, saignantes, incurables. Quel bonheur, murmura-t-elle, que Dieu ait fait à Eugénie ce caractère étrange qui m'a si souvent fait trembler. Et son regard reconnaissant se leva vers le ciel, dont la mystérieuse providence dispose tout à l'avance, selon les événements qui doivent arriver, et d'un défaut, d'un vice même, fait quelquefois un bonheur. Puis, sa pensée franchit l'espace, comme fait, en étendant ses ailes, l'oiseau d'un abîme, et s'arrêta sur Cavalcanti. Cet Andrea était un misérable, un voleur, un assassin, et cependant cet Andrea possédait des façons qui indiquaient une demi-éducation, sinon une éducation complète. Cet Andrea s'était présenté dans le monde avec l'apparence d'une grande fortune, avec l'appui de noms honorables. Comment voir clair dans ce dédale? À qui s'adresser pour sortir de cette position cruelle? Debray, à qui elle avait couru avec le premier élan de la femme qui cherche un secours dans l'homme qu'elle aime et qui parfois la perd, Debray ne pouvait que lui donner un conseil. C'était à quelque autre plus puissant que lui qu'elle devait s'adresser. La baronne pensa alors à M. de Villefort. C'était M. de Villefort qui avait voulu faire arrêter Cavalcanti. C'était M. de Villefort qui, sans pitié, avait porté le trouble au milieu de sa famille comme si c'eût été une famille étrangère. Mais non, en y réfléchissant, ce n'était pas un homme sans pitié que le procureur du roi. C'était un magistrat, esclave de ses devoirs, un ami loyal et ferme qui, brutalement, mais d'une main sûre, avait porté le coup de scalpel dans la corruption. Ce n'était pas un bourreau, c'était un chirurgien qui avait voulu isoler aux yeux du monde l'honneur des Danglars de l'ignominie de ce jeune homme perdu qu'ils avaient présenté au monde comme leur gendre. Au moment où M. de Villefort, ami de la famille Danglars, agissait ainsi, il n'y avait plus à supposer que le procureur du roi eût rien su d'avance et se fût prêté à aucune des menées d'Andrea. La conduite de Villefort, en y réfléchissant, apparaissait donc encore à la baronne sous un jour qui s'expliquait à leur avantage commun. Mais là devait s'arrêter l'inflexibilité du procureur du roi. Elle irait le trouver le lendemain et obtiendrait de lui, sinon qu'il manquât à ses devoirs de magistrat, tout au moins qu'il leur laissât toute la latitude de l'indulgence.
La baronne invoquerait le passé, elle rajeunirait ses souvenirs, elle supplierait au nom d'un temps coupable mais heureux. Monsieur de Villefort assoupirait l'affaire, ou du moins il laisserait, et, pour arriver à cela, il n'avait qu'à tourner les yeux d'un autre côté, ou du moins il laisserait fuir Cavalcanti, et ne poursuivrait le crime que sur cette ombre de criminel qu'on appelle la contumace. Alors seulement elle s'endormit plus tranquille. Le lendemain, à 9 heures, elle se leva, et sans sonner sa femme de chambre, sans donner signe d'existence à qui que ce fût au monde, elle s'habilla, et vêtue avec la même simplicité que la veille, elle descendit l'escalier, sortit de l'hôtel, marcha jusqu'à la rue de Provence, monta dans un fiacre et se fit conduire à la maison de M. de Villefort. Depuis un mois, cette maison maudite présentait l'aspect lugubre d'un lazaret où la peste se serait déclarée. Une partie des appartements était clos à l'intérieur et à l'extérieur. Les volets, fermés, ne s'ouvraient qu'un instant pour donner de l'air. On voyait alors apparaître à cette fenêtre la tête effarée d'un laquais. Puis, la fenêtre se refermait comme la dalle d'un tombeau retombe sur un sépulcre, et les voisins se disaient tout bas: est-ce que nous allons encore voir aujourd'hui sortir une bière de la maison de monsieur le procureur du roi? Mme danglars fut saisie d'un frisson à l'aspect de cette maison désolée. Elle descendit de son fiacre et, les genoux fléchissants, s'approcha de la porte fermée et sonna. Ce ne fut qu'à la troisième fois qu'eut retenti le timbre, dont le tintement lugubre semblait participer lui-même à la tristesse générale, qu'un concierge apparut entrebâillant la porte dans une largeur juste assez grande pour laisser passer ces paroles. Il vit une femme du monde, une femme élégamment vêtue, et cependant la porte continua de demeurer à peu près close. Mais ouvrez donc, dit la baronne. D'abord, madame, qui êtes-vous? Demanda le concierge. Qui je suis? Mais vous me connaissez bien. Nous ne connaissons plus personne, madame. Mais vous êtes fou, mon ami, s'écria la baronne. De quelle part venez-vous? Oh, c'est trop fort! Madame, c'est l'ordre, excusez-moi. Votre nom? Madame la baronne Danglars. Vous m'avez vue 20 fois. C'est possible, madame. Maintenant, que voulez-vous? Oh, que vous êtes étrange, et je me plaindrai à monsieur de Villefort de l'impertinence de ces gens. Madame, ce n'est pas de l'impertinence, c'est de la précaution. Personne ici n'entre sans un mot de monsieur d'avrigny ou sans avoir parlé à monsieur le procureur du roi. Eh bien, c'est justement à monsieur le procureur du roi que j'ai affaire. Affaire pressante? Vous devez bien le savoir, puisque je ne suis pas encore remonté dans ma voiture. Mais finissons. Voici ma carte, portez-la à votre maître. Madame attendra mon retour? Oui, allez. Le concierge referma la porte, laissant mme danglars dans la rue. La baronne, il est vrai, n'attendit pas longtemps. Un instant après, la porte se rouvrit dans une largeur suffisante pour donner passage à la baronne. Elle passa, et la porte se referma derrière elle. Arrivé dans la cour, le concierge, sans perdre la porte de vue un instant, tira un sifflet de sa poche et siffla. Le valet de chambre de m de Villefort parut sur le perron. Madame excusera ce brave homme, dit-il en venant au-devant de la baronne, mais ses ordres sont précis, et m de Villefort m'a chargé de dire à madame qu'il ne pouvait faire autrement qu'il avait fait. Dans la cour était un fournisseur introduit avec les mêmes précautions, et dont on examinait les marchandises. La baronne monta le perron. Elle se sentait profondément impressionnée par cette tristesse qui élargissait pour ainsi dire le cercle de la sienne. Et toujours guidée par le valet de chambre, elle fut introduite, sans que son guide l'eût perdue de vue, dans le cabinet du magistrat. Si préoccupée que fût mme danglars du motif qui l'amenait, la réception qui lui était faite par toute cette valetaille lui avait paru si indigne qu'elle commença par se plaindre. Mais Villefort souleva sa tête appesantie par la douleur et la regarda
avec un si triste sourire que les plaintes expirèrent sur ses lèvres. Excusez mes serviteurs d'une terreur dont je ne puis leur faire un crime. Soupçonnés, ils sont devenus soupçonneux. Mme danglars avait souvent entendu dans le monde parler de cette terreur qu'accusait le magistrat, mais elle n'aurait jamais pu croire, si elle n'avait eu l'expérience de ses propres yeux, que ce sentiment pût être porté à ce point. Vous aussi, dit-elle, vous êtes donc malheureux? Oui, madame, répondit le magistrat. Vous me plaignez alors? Sincèrement, madame. Et vous comprenez ce qui m'amène? Vous venez me parler de ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Oui, monsieur, un affreux malheur, c'est-à-dire une mésaventure. Une mésaventure! S'écria la baronne. Hélas, madame, répondit le procureur du roi avec son calme imperturbable, j'en suis arrivé à n'appeler malheur que les choses irréparables. Eh, monsieur, croyez-vous qu'on oubliera? Tout s'oublie, madame, dit Villefort. Le mariage de votre fille se fera demain, s'il ne se fait pas aujourd'hui, dans 8 jours, s'il ne se fait pas demain. Et quant à regretter le futur de mademoiselle Eugénie, je ne crois pas que telle soit votre idée. Mme danglars regarda Villefort, stupéfaite de lui voir cette tranquillité presque railleuse. Suis-je venue chez un ami? Demanda-t-elle d'un ton plein de douloureuse dignité. Vous savez que oui, madame, répondit Villefort, dont les joues se couvrirent, à cette assurance qu'il donnait, d'une légère rougeur. En effet, cette assurance faisait allusion à d'autres événements qu'à ceux qui les occupaient à cette heure, la baronne et lui. Eh bien alors, dit la baronne, soyez plus affectueux, mon cher Villefort, parlez-moi en ami et non en magistrat, et quand je me trouve profondément malheureuse, ne me dites point que je doive être gaie. Villefort s'inclina. Quand j'entends parler de malheur, madame, dit-il, j'ai pris depuis 3 mois la fâcheuse habitude de penser au mien. Et alors, cette égoïste opération du parallèle se fait malgré moi dans mon esprit. Voilà pourquoi, à côté de mes malheurs, les vôtres me semblaient une mésaventure. Voilà pourquoi, à côté de ma position funeste, la vôtre me semblait une position à envier. Mais cela vous contrarie, laissons cela. Vous disiez, madame? Je viens savoir de vous, mon ami, reprit la baronne, où en est l'affaire de cet imposteur? Imposteur, répéta Villefort. Décidément, madame, c'est un parti pris chez vous d'atténuer certaines choses et d'en exagérer d'autres. Imposteur, monsieur Andrea Cavalcanti, ou plutôt monsieur Benedetto. Vous vous trompez, madame. Monsieur Benedetto est bel et bien un assassin. Monsieur, je ne nie pas la justesse de votre rectification, mais plus vous vous armerez sévèrement contre ce malheureux, et plus vous frapperez notre famille. Voyons, oubliez-le pour un moment, au lieu de le poursuivre. Laissez-le fuir. Vous venez trop tard, madame. Les ordres sont déjà donnés. Eh bien, si on l'arrête, croyez-vous qu'on l'arrêtera? Je l'espère. Si on l'arrête, écoutez, j'entends toujours dire que les prisons regorgent. Eh bien, laissez-le en prison. Le procureur du roi fit un mouvement négatif. Au moins jusqu'à ce que ma fille soit mariée, ajouta la baronne. Impossible, madame. La justice a des formalités. Même pour moi, dit la baronne, moitié souriante, moitié sérieuse. Pour tous, répondit Villefort, et pour moi-même comme pour les autres. Ah, fit la baronne, sans ajouter en paroles ce que sa pensée venait de trahir par cette exclamation. Villefort la regarda, avec ce regard dont il sondait les pensées. Oui, je sais bien ce que vous voulez dire, reprit-il. Vous faites allusion à ces bruits terribles répandus dans le monde, que toutes ces morts qui, depuis 3 mois, m'habillent de deuil, que cette mort, à laquelle vient, comme par miracle, d'échapper Valentine, ne sont point naturelles. Je ne songeais point à cela, dit vivement mme danglars. Si vous y songiez, madame, et c'était justice, car vous ne pouviez faire autrement que d'y songer, et vous vous disiez, pourquoi donc y a-t-il autour de toi des crimes qui restent impunis? La baronne pâlit. Vous vous disiez cela, n'est-ce pas, madame?
Eh bien, je l'avoue. Je vais vous répondre. Villefort approcha son fauteuil de la chaise de mme danglars, puis, appuyant ses deux mains sur son bureau, et prenant une intonation plus sourde que de coutume, il y a de ces crimes qui restent impunis, dit-il, parce qu'on ne connaît pas les criminels, et qu'on craint de frapper une tête innocente pour une tête coupable. Mais quand ces criminels seront connus, Villefort étendit la main vers un crucifix placé en face de son bureau. Quand ces criminels seront connus, répéta-t-il, par le Dieu vivant, madame, quel qu'il soit, ils mourront. Maintenant, après le serment que je viens de faire et que je tiendrai, madame, osez me demander grâce pour ce misérable. Et monsieur, reprit mme danglars, êtes-vous sûr qu'il soit aussi coupable qu'on le dit? Écoutez, voici son dossier. Benedetto, condamné d'abord à 5 ans de galères pour faux, à 16 ans. Le jeune Prométhée, comme vous voyez, puis évadé, puis assassin. Et qui est ce malheureux? Et sait-on cela? Un vagabond, un Corse? Il n'a donc été réclamé par personne? Par personne. On ne connaît pas ses parents. Mais cet homme qui était venu de Lucques? Un autre escroc comme lui, son complice peut-être. La baronne joignit les mains. Villefort, dit-elle avec sa plus douce et sa plus caressante intonation. Pour Dieu, madame, répondit le procureur du roi avec une fermeté qui n'était pas exempte de sécheresse. Pour Dieu, ne me demandez donc jamais grâce pour un coupable. Que suis-je, moi? La loi. Est-ce que la loi a des yeux pour voir votre tristesse? Est-ce que la loi a des oreilles pour entendre votre douce voix? Est-ce que la loi a une mémoire pour se faire l'application de vos délicates pensées? Non, madame, la loi ordonne, et quand la loi a ordonné, elle frappe. Vous me direz que je suis un être vivant et non pas un code, un homme et non pas un volume. Regardez-moi, madame, regardez autour de moi. Les hommes m'ont-ils traité en frère? M'ont-ils aimé, moi? M'ont-ils ménagé, moi? M'ont-ils épargné, moi? Quelqu'un a-t-il demandé grâce pour monsieur de Villefort, et a-t-on accordé à ce quelqu'un la grâce pour monsieur de Villefort? Non, non, non. Frappez, toujours frappez. Vous persistez, femme, c'est-à-dire sirène que vous êtes, à me parler avec cet œil charmant et expressif qui me rappelle que je dois rougir. Eh bien, soit, oui, rougir de ce que vous savez, et peut-être d'autres choses encore. Mais enfin, depuis que j'ai failli moi-même, et plus profondément que les autres peut-être, eh bien, depuis ce temps, j'ai secoué les vêtements d'autrui pour trouver l'ulcère, et je l'ai toujours trouvé. Et je dirai plus, je l'ai trouvé avec bonheur, avec joie, ce cachet de la faiblesse ou de la perversité humaine. Car chaque homme que je reconnaissais coupable, et chaque coupable que je frappais, me semblait une preuve vivante, une preuve nouvelle, que je n'étais pas une hideuse exception. Hélas, 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 tout le monde est méchant. Madame, prouvons-le et frappons le méchant. Villefort prononça ces dernières paroles avec une rage fiévreuse qui donnait à son langage une féroce éloquence. Mais, reprit mme danglars, essayant de tenter un dernier effort, vous dites que ce jeune homme est vagabond, orphelin, abandonné de tous? Tant pis, ou plutôt tant mieux. La Providence l'a fait ainsi pour que personne n'eût à pleurer sur lui. C'est s'acharner sur le faible, monsieur. Le faible qui assassine. Son déshonneur rejaillira sur ma maison. N'ai-je pas, moi, la mort dans la mienne? Oh, monsieur, s'écria la baronne, vous êtes sans pitié pour les autres. Eh bien, c'est moi qui vous le dis, on sera sans pitié pour vous. Soit, dit Villefort, en levant avec un geste de menace son bras au ciel. Remettez au moins la cause de ce malheureux, s'il est arrêté aux assises prochaines. Cela nous donnera 6 mois pour qu'on oublie. Non pas, dit Villefort. J'ai 5 jours encore. L'instruction est faite. 5 jours, c'est plus de temps qu'il m'en faut. D'ailleurs, ne comprenez-vous point, madame, que moi aussi, il faut que j'oublie? Eh bien, quand je travaille, et je travaille nuit et jour,
Quand je travaille, il y a des moments où je ne me souviens plus. Et quand je ne me souviens plus, je suis heureux à la manière des morts. Mais cela vaut encore mieux que de souffrir. Monsieur, il s'est enfui, laissez-le fuir. L'inertie est une clémence facile. Mais je vous ai dit qu'il était trop tard. Au point du jour, le télégraphe a joué. Et à cette heure. Monsieur, dit le valet de chambre en entrant, un dragon apporte cette dépêche du ministre de l'Intérieur. Villefort saisit la lettre et la décacheta vivement. Mme danglars frémit de terreur. Villefort tressaillit de joie. Arrêtez, s'écria Villefort. On l'a arrêté à Compiègne, c'est fini. Mme danglars se leva froide et pâle. Adieu, monsieur, dit-elle. Adieu, madame, répondit le procureur du roi, presque joyeux en la reconduisant à la porte. Puis, revenant à son bureau, allons, dit-il en frappant sur la lettre avec le dos de la main droite. J'avais un faux, j'avais 3 vols, j'avais 3 incendies, il ne me manquait qu'un assassinat, le voici. La session sera belle. Chapitre 100. L'apparition. Comme l'avait dit le procureur du roi à mme danglars, Valentine n'était point encore remise. Brisée par la fatigue, elle gardait en effet le lit, et ce fut dans sa chambre et de la bouche de mme de Villefort qu'elle apprit les événements que nous venons de raconter, c'est-à-dire la fuite d'Eugénie et l'arrestation d'Andrea Cavalcanti, ou plutôt de Benedetto, ainsi que l'accusation d'assassinat portée contre lui. Mais Valentine était si faible que ce récit ne lui fit peut-être point tout l'effet qu'il eût produit sur elle dans son état de santé habituel. En effet, ce ne fut que quelques idées vagues, quelques formes indécises de plus, mêlées aux idées étranges et aux fantômes fugitifs qui naissent dans son cerveau malade ou qui passaient devant ses yeux. Et bientôt, même tout s'effaça pour laisser reprendre toute leur force aux sensations personnelles. Pendant la journée, Valentine était encore maintenue dans la réalité par la présence de Noirtier, qui se faisait porter chez sa petite-fille et demeurait là, couvant Valentine de son regard paternel. Puis, lorsqu'il était revenu du palais, c'était Villefort à son tour qui passait 1 heure ou 2 entre son père et son enfant. À 6 heures, Villefort se retirait dans son cabinet. À 8 heures arrivait M. d'avrigny, qui lui-même apportait la potion nocturne préparée pour la jeune fille. Puis, on emmenait Noirtier. Une garde du choix du docteur remplaçait tout le monde, et ne se retirait elle-même que lorsque, vers 10 ou 11 heures, Valentine était endormie. En descendant, elle remettait les clefs de la chambre de Valentine à M. de Villefort lui-même, de sorte qu'on ne pouvait plus entrer chez la malade qu'en traversant l'appartement de mme de Villefort et la chambre du petit Édouard. Chaque matin, Morrel venait chez Noirtier prendre des nouvelles de Valentine. Mais Morrel, chose extraordinaire, semblait de jour en jour moins inquiet. D'abord, de jour en jour, Valentine, quoique en proie à une violente exaltation nerveuse, allait mieux. Puis, Monte Cristo ne lui avait-il pas dit, lorsqu'il était accouru tout éperdu chez lui, que si, dans 2 heures, Valentine n'était pas morte, Valentine serait sauvée? Or, Valentine vivait encore, et 4 jours s'étaient écoulés. Cette exaltation nerveuse dont nous avons parlé poursuivait Valentine jusque dans son sommeil, ou plutôt dans l'état de somnolence qui succédait à sa veille. C'était alors que, dans le silence de la nuit et de la demi-obscurité que laissait régner la veilleuse posée sur la cheminée et brûlant dans son enveloppe d'albâtre, elle voyait passer ces ombres qui viennent peupler la chambre des malades et que secoue la fièvre de ses ailes frissonnantes. Alors, il lui semblait voir apparaître tantôt sa belle-mère qui la menaçait, tantôt Morrel qui lui tendait les bras, tantôt des êtres presque étrangers à sa vie habituelle, comme le comte de Monte Cristo.
il n'y avait pas jusqu'aux meubles qui, dans ces moments de délire, ne parussent mobiles et errants. Et cela durait ainsi jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, moment où un sommeil de plomb venait s'emparer de la jeune fille et la conduisait jusqu'au jour. Le soir qui suivit cette matinée où Valentine avait appris la fuite d'Eugénie et l'arrestation de Benedetto, et où, après s'être mêlée un instant aux sensations de sa propre existence, ces événements commençaient à sortir peu à peu de sa pensée, après la retraite successive de Villefort, de d'Avrigny et de Noirtier, tandis que 11 heures sonnaient à Saint-Philippe-du-Roule et que la garde, ayant placé sous la main de la malade le breuvage préparé par le docteur et fermé la porte de sa chambre, écoutait en frémissant, à l'office où elle s'était retirée, les commentaires des domestiques, et meublait sa mémoire des lugubres histoires qui, depuis 3 mois, défrayaient les soirées de l'antichambre du procureur du roi, une scène inattendue se passa dans cette chambre si soigneusement fermée. Il y avait déjà 10 minutes à peu près que la garde s'était retirée. Valentine, en proie depuis 1 heure à cette fièvre qui revenait chaque nuit, laissait sa tête, insoumise à sa volonté, continuer ce travail actif, monotone et implacable du cerveau, qui s'épuise à reproduire incessamment les mêmes pensées ou à enfanter les mêmes images. De la mèche de la veilleuse s'élançaient 1000 et 1000 rayonnements, tout empreints de significations étranges. Quand tout à coup, à son reflet tremblant, Valentine crut voir sa bibliothèque, placée à côté de la cheminée, dans un renfoncement du mur, s'ouvrir lentement, sans que les gonds sur lesquels elle semblait rouler produisent le moindre bruit. Dans un autre moment, Valentine eût saisi sa sonnette et eût tiré le cordonnet de soie en appelant au secours. Mais rien ne l'étonnait plus dans la situation où elle se trouvait. Elle avait conscience que toutes ces visions qui l'entouraient étaient les filles de son délire, et cette conviction lui était venue de ce que, le matin, aucune trace n'était restée jamais de tous ces fantômes de la nuit qui disparaissaient avec le jour. Derrière la porte parut une figure humaine. Valentine était, grâce à sa fièvre, trop familiarisée avec ces sortes d'apparitions pour s'épouvanter. Elle ouvrit seulement de grands yeux, espérant reconnaître Morrel. La figure continua de s'avancer vers son lit, puis elle s'arrêta et parut écouter avec une attention profonde. En ce moment, un reflet de la veilleuse se joua sur le visage du nocturne visiteur. Ce n'est pas lui, murmura-t-elle. Et elle attendit, convaincue qu'elle rêvait, que cet homme, comme cela arrive dans les songes, disparût ou se changeât en quelque autre personne. Seulement, elle toucha son pouls, et, le sentant battre violemment, elle se souvint que le meilleur moyen de faire disparaître ces visions importunes était de boire. La fraîcheur de la boisson, composée d'ailleurs dans le but de calmer les agitations dont Valentine s'était plainte au docteur, apportait, en faisant tomber la fièvre, un renouvellement des sensations du cerveau. Quand elle avait bu, pour un moment elle souffrait moins. Valentine étendit donc la main afin de prendre son verre sur la coupe de cristal où il reposait. Mais tandis qu'elle allongeait hors du lit son bras frissonnant, l'apparition fit encore, et plus vivement que jamais, 2 pas vers le lit, et arriva si près de la jeune fille qu'elle entendit son souffle et qu'elle crut sentir la pression de sa main. Cette fois, l'illusion, ou plutôt la réalité, dépassait tout ce que Valentine avait éprouvé jusque-là. Elle commença à se croire bien éveillée et bien vivante. Elle eut conscience qu'elle jouissait de toute sa raison, et elle frémit. La pression que Valentine avait ressentie avait pour but de lui arrêter le bras. Valentine le retira lentement à elle. Alors cette figure, dont le regard ne pouvait se détacher, et qui d'ailleurs paraissait plutôt protectrice que menaçante,
Cette figure prit le verre, s'approcha de la veilleuse et regarda le breuvage, comme si elle eût voulu en juger la transparence et la limpidité. Mais cette première épreuve ne suffit pas. Cet homme, ou plutôt ce fantôme, car il marchait si doucement que le tapis étouffait le bruit de ses pas, cet homme puisa dans le verre une cuillerée du breuvage et l'avala. Valentine regardait ce qui se passait devant ses yeux avec un profond sentiment de stupeur. Elle croyait bien que tout cela était près de disparaître pour faire place à un autre tableau. Mais l'homme, au lieu de s'évanouir comme une ombre, se rapprocha d'elle, et tendant le verre à Valentine, d'une voix pleine d'émotion. Maintenant, dit-il, buvez. Valentine tressaillit. C'était la première fois qu'une de ses visions lui parlait avec ce timbre vivant. Elle ouvrit la bouche pour pousser un cri. L'homme posa un doigt sur ses lèvres. Monsieur le comte de Monte Cristo, murmura-t-elle. À l'effroi qui se peignit dans les yeux de la jeune fille, au tremblement de ses mains, au geste rapide qu'elle fit pour se blottir sous ses draps, on pouvait reconnaître la dernière lutte du doute contre la conviction. Et cependant, la présence de Monte Cristo chez elle à une pareille heure, son entrée mystérieuse, fantastique, inexplicable par un mur, semblaient des impossibilités à la raison ébranlée de Valentine. N'appelez pas, ne vous effrayez pas, dit le comte. N'ayez pas même au fond du cœur l'éclair d'un soupçon ou l'ombre d'une inquiétude. L'homme que vous voyez devant vous, car cette fois vous avez raison, Valentine, et ce n'est point une illusion, l'homme que vous voyez devant vous vous est le plus tendre père et le plus respectueux ami que vous puissiez rêver. Valentine ne trouva rien à répondre. Elle avait une si grande peur de cette voix qui lui révélait la présence réelle de celui qui parlait, qu'elle redoutait d'y associer la sienne. Mais son regard effrayé voulait dire, si vos intentions sont pures, pourquoi êtes-vous ici? Avec sa merveilleuse sagacité, le comte comprit tout ce qui se passait dans le cœur de la jeune fille. Écoutez-moi, dit-il, ou plutôt, regardez-moi. Voyez mes yeux rougis et mon visage plus pâle encore que d'habitude. C'est que depuis 4 nuits, je n'ai pas fermé l'œil un instant. Depuis 4 nuits, je veille sur vous, je vous protège, je vous conserve à votre ami Maximilien. Un flot de sang joyeux monta rapidement aux joues de la malade, car le nom que venait de prononcer le comte lui enlevait le reste de défiance qu'il lui avait inspiré. Maximilien, répéta Valentine, tant ce nom lui paraissait doux à prononcer. Maximilien, il vous a donc tout avoué? Tout. Il m'a dit que votre vie était la sienne, et je lui ai promis que vous vivriez. Vous lui avez promis que je vivrais? Oui. En effet, monsieur, vous venez de parler de vigilance et de protection. Êtes-vous donc médecin? Oui, le meilleur que le ciel puisse vous envoyer en ce moment, croyez-moi. Vous dites que vous avez veillé? Demanda Valentine inquiète. Où cela? Je ne vous ai pas vu. Le comte étendit la main dans la direction de la bibliothèque. J'étais caché derrière cette porte, dit-il. Cette porte donne dans la maison voisine que j'ai louée. Valentine, par un mouvement de fierté pudique, détourna les yeux, et avec une souveraine terreur, monsieur, dit-elle, ce que vous avez fait est d'une démence sans exemple, et cette protection que vous m'avez accordée ressemble fort à une insulte. Valentine, dit-il, pendant cette longue veille, voici les seules choses que j'ai vues. Quels gens venaient chez vous, quels aliments on vous préparait, quelles boissons on vous a servi. Puis, quand ces boissons me paraissaient dangereuses, j'entrais comme je viens d'entrer, je vidais votre verre et je substituais au poison un breuvage bienfaisant, qui, au lieu de la mort qui vous était préparée, faisait circuler la vie dans vos veines. Le poison, la mort, s'écria Valentine, se croyant de nouveau sous l'empire de quelque fiévreuse hallucination. Que dites-vous donc là, monsieur? Chut, mon enfant, dit Monte Cristo
en portant de nouveau son doigt à ses lèvres. J'ai dit le poison, oui, j'ai dit la mort, et je répète, la mort. Mais buvez d'abord ceci. Le comte tira de sa poche un flacon contenant une liqueur rouge dont il versa quelques gouttes dans le verre. Et quand vous aurez bu, ne prenez plus rien de la nuit. Valentine avança la main, mais à peine eut-elle touché le verre qu'elle la retira avec effroi. Monte Cristo prit le verre, en but la moitié, et le présenta à Valentine, qui avala en souriant le reste de la liqueur qu'il contenait. Oh oui, dit-elle, je reconnais le goût de mes breuvages nocturnes, de cette eau qui rendait un peu de fraîcheur à ma poitrine, un peu de calme à mon cerveau. Merci, monsieur, merci. Voilà comment vous avez vécu 4 nuits, Valentine, dit le comte. Mais moi, comment vivais-je? Oh, les cruelles heures que vous m'avez faites passer! Oh, les effroyables tortures que vous m'avez fait subir, quand je voyais verser dans votre verre le poison mortel, quand je tremblais que vous n'eussiez le temps de le boire avant que j'eusse celui de le répandre dans la cheminée. Vous dites, monsieur, reprit Valentine, au comble de la terreur, que vous avez subi 1000 tortures en voyant verser dans mon verre le poison mortel? Mais si vous avez vu verser le poison dans mon verre, vous avez dû voir la personne qui le versait? Oui. Valentine se souleva sur son séant, et ramenant sur sa poitrine plus pâle que la neige la batiste brodée, encore moite de la sueur froide du délire, à laquelle commençait à se mêler la sueur plus glacée encore de la terreur. Vous l'avez vu? Répéta la jeune fille. Oui, dit une seconde fois le comte. Ce que vous me dites est horrible, monsieur. Ce que vous voulez me faire croire a quelque chose d'infernal. Quoi, dans la maison de mon père? Quoi, dans ma chambre? Quoi, sur mon lit de souffrance, on continue de m'assassiner? Oh, retirez-vous, monsieur. Vous tentez ma conscience. Vous blasphémez la bonté divine. C'est impossible. Cela ne se peut pas. Êtes-vous donc la première que cette main frappe, Valentine? N'avez-vous pas vu tomber, autour de vous, monsieur de Saint-Méran, madame de Saint-Méran, Barrois? N'auriez-vous pas vu tomber monsieur Noirtier, si le traitement qu'il suit depuis près de 3 ans ne l'avait protégé en combattant le poison par l'habitude du poison? Oh mon Dieu, dit Valentine, c'est pour cela que, depuis près d'un mois, bon papa exige que je partage toutes ces boissons. Et ces boissons, s'écria Monte Cristo, ont un goût amer comme celui d'une écorce d'orange à moitié sèche, n'est-ce pas? Oui, mon Dieu, oui. Oh, cela m'explique tout, dit Monte Cristo. Lui aussi sait qu'on empoisonne ici, et peut-être qui empoisonne. Il vous a prémuni, vous, son enfant bien-aimé, contre la substance mortelle, et la substance mortelle est venue s'émousser contre ce commencement d'habitude. Voilà comment vous vivez encore, ce que je ne m'expliquais pas, après avoir été empoisonné il y a 4 jours avec un poison qui d'ordinaire ne pardonne pas. Mais quel est donc l'assassin, le meurtrier? À votre tour, je vous demanderai, n'avez-vous donc jamais vu entrer quelqu'un la nuit dans votre chambre? Si fait, souvent, j'ai cru voir passer comme des ombres, ces ombres s'approcher, s'éloigner, disparaître, mais je les prenais pour des visions de ma fièvre, et tout à l'heure, quand vous êtes rentré vous-même, eh bien, j'ai cru longtemps ou que j'avais le délire, ou que je rêvais. Ainsi, vous ne connaissez pas la personne qui en veut à votre vie? Non, dit Valentine. Pourquoi quelqu'un désirerait-il ma mort? Vous allez la connaître alors, dit Monte Cristo en prêtant l'oreille. Comment cela? Demanda Valentine en regardant avec terreur autour d'elle. Parce que ce soir, vous n'avez plus ni fièvre ni délire, parce que ce soir, vous êtes bien éveillé, parce que voilà minuit qui sonne, et que c'est l'heure des assassins. Mon Dieu, dit Valentine, en essuyant avec sa main la sueur qui perlait à son front. En effet, minuit sonnait lentement et tristement. On eût dit que chaque coup de marteau de bronze frappait le cœur de la jeune fille.
Valentine, continua le comte, appelez toutes vos forces à votre secours. Comprimez votre cœur dans votre poitrine, arrêtez votre voix dans votre gorge, feignez le sommeil, et vous verrez, vous verrez. Valentine saisit la main du comte. Il me semble que j'entends du bruit, dit-elle. Retirez-vous. Adieu, ou plutôt au revoir, répondit le comte. Puis, avec un sourire si triste et si paternel que le cœur de la jeune fille en fut pénétré de reconnaissance, il regagna sur la pointe du pied la porte de la bibliothèque. Mais, se retournant avant de la refermer sur lui, pas un geste, dit-il, pas un mot, qu'on vous croit endormi, sans quoi peut-être vous tuerait-on avant que j'eusse le temps d'accourir. Et sur cette effroyable injonction, le comte disparut derrière la porte, qui se referma silencieusement sur lui. Chapitre 101. Locuste. Valentine resta seule. Deux autres pendules, en retard sur celle de Saint-Philippe du Roule, sonnèrent encore minuit à des distances différentes. Puis, à part le bruissement de quelques voitures lointaines, tout retomba dans le silence. Alors toute l'attention de Valentine se concentra sur la pendule de sa chambre, dont le balancier marquait les secondes. Elle se mit à compter ces secondes et remarqua qu'elles étaient du double plus lentes que les battements de son cœur. Et cependant, elle doutait encore. L'inoffensive Valentine ne pouvait se figurer que quelqu'un désirât sa mort. Pourquoi? Dans quel but? Quel mal avait-elle fait qui pût lui susciter un ennemi? Il n'y avait pas de crainte qu'elle s'endormît. Une seule idée, une idée terrible, tenait son esprit tendu. C'est qu'il existait une personne au monde qui avait tenté de l'assassiner et qui allait le tenter encore. Si cette fois, cette personne, lassée de voir l'inefficacité du poison, allait, comme l'avait dit Monte Cristo, avoir recours au fer, si le comte n'allait pas avoir le temps d'accourir, si elle touchait à son dernier moment, si elle ne devait plus revoir Morrel. À cette pensée, qui la couvrait à la fois d'une pâleur livide et d'une sueur glacée, Valentine était prête à saisir le cordon de la sonnette et à appeler au secours. Mais il lui semblait, à travers la porte de la bibliothèque, voir étinceler l'œil du comte, cet œil qui pesait sur son souvenir et qui, lorsqu'elle y songeait, l'écrasait d'une telle honte qu'elle se demandait si jamais la reconnaissance parviendrait à effacer ce pénible effet de l'indiscrète amitié du comte. 20 minutes, 20 éternités s'écoulèrent ainsi, puis 10 autres minutes encore. Enfin, la pendule, criant une seconde à l'avance, finit par frapper un coup sur le timbre sonore. En ce moment même, un grattement imperceptible de l'ongle sur le bois de la bibliothèque apprit à Valentine que le comte veillait et lui recommandait de veiller. En effet, du côté opposé, c'est-à-dire vers la chambre d'Édouard, il sembla à Valentine qu'elle entendait crier le parquet. Elle prêta l'oreille, retenant sa respiration presque étouffée. Le bouton de la serrure grinça et la porte tourna sur ses gonds. Valentine s'était soulevée sur son coude. Elle n'eut que le temps de se laisser retomber sur son lit et de cacher ses yeux sous son bras. Puis, tremblante, agitée, le cœur serré d'un indicible effroi, elle attendit. Quelqu'un s'approcha du lit et effleura les rideaux. Valentine rassembla toutes ses forces et laissa entendre ce murmure régulier de la respiration qui annonce un sommeil tranquille. Valentine, dit tout bas une voix. La jeune fille frissonna jusqu'au fond du cœur, mais ne répondit point. Valentine, répéta la même voix. Même silence.
Valentine avait promis de ne point s'éveiller. Puis tout demeura immobile. Seulement, Valentine entendit le bruit presque insensible d'une liqueur tombant dans le verre qu'elle venait de vider. Alors, elle osa, sous le rempart de son bras étendu, entr'ouvrir sa paupière. Elle vit alors une femme en peignoir blanc, qui vidait dans son verre une liqueur préparée d'avance dans une fiole. Pendant ce court instant, Valentine retint peut-être sa respiration, ou fit sans doute quelque mouvement, car la femme, inquiète, s'arrêta et se pencha sur son lit pour mieux voir si elle dormait réellement. C'était Madame de Villefort. Valentine, en reconnaissant sa belle-mère, fut saisie d'un frisson aigu qui imprima un mouvement à son lit. Madame de Villefort s'effaça aussitôt le long du mur, et là, abritée derrière le rideau du lit, muette, attentive, elle épia jusqu'au moindre mouvement de Valentine. Celle-ci se rappela les terribles paroles de Monte Cristo. Il lui avait semblé, dans la main qui ne tenait pas la fiole, voir briller une espèce de couteau long et affilé. Alors Valentine, appelant toute la puissance de sa volonté à son secours, s'efforça de fermer les yeux, mais cette fonction du plus craintif de nos sens, cette fonction, si simple d'ordinaire, devenait en ce moment presque impossible à accomplir, tant l'avide curiosité faisait d'efforts pour repousser cette paupière et attirer la vérité. Cependant, assurée, par le silence dans lequel avait recommencé à se faire entendre le bruit égal de la respiration de Valentine, que celle-ci dormait, Madame de Villefort étendit de nouveau le bras, et, en demeurant à demi dissimulée par les rideaux rassemblés au chevet du lit, elle acheva de vider dans le verre de Valentine le contenu de sa fiole. Puis, elle se retira, sans que le moindre bruit avertît Valentine qu'elle était partie. Elle avait vu disparaître le bras, voilà tout. Ce bras frais et arrondi d'une femme de 25 ans, jeune et belle, et qui versait la mort. Il est impossible d'exprimer ce que Valentine avait éprouvé pendant cette minute et demie que Madame de Villefort était restée dans sa chambre. Le grattement de l'ongle sur la bibliothèque tira la jeune fille de cet état de torpeur dans lequel elle était ensevelie, et qui ressemblait à de l'engourdissement. Elle souleva la tête avec effort. La porte, toujours silencieuse, roula une seconde fois sur ses gonds, et le comte de Monte Cristo reparut. Eh bien, demanda le comte, doutez-vous encore? Mon Dieu, murmura la jeune fille. Vous avez vu? Hélas! Vous avez reconnu? Valentine poussa un gémissement. Oui, dit-elle, mais je n'y puis croire. Vous aimez mieux mourir alors, et faire mourir Maximilien. Mon Dieu, répéta la jeune fille, presque égarée. Mais ne puis-je donc pas quitter la maison, me sauver? Valentine, la main qui vous poursuit vous atteindra partout. À force d'or, on séduira vos domestiques, et la mort s'offrira à vous, déguisée sous tous les aspects, dans l'eau que vous boirez à la source, dans le fruit que vous cueillerez à l'arbre. Mais n'avez-vous pas dit que la précaution de bon papa m'avait prémuni contre le poison? Contre un poison, et encore non pas employé à forte dose. On changera de poison ou l'on augmentera la dose. Il prit le verre et y trempa ses lèvres. Et tenez, dit-il, c'est déjà fait. Ce n'est plus avec de la brucine qu'on vous empoisonne, c'est avec un simple narcotique. Je reconnais le goût de l'alcool dans lequel on l'a fait dissoudre. Si vous aviez bu ce que Madame de Villefort vient de verser dans ce verre, Valentine, vous étiez perdue. Mais mon Dieu, s'écria la jeune fille, pourquoi donc me poursuit-elle ainsi? Comment? Vous êtes si douce, si bonne, si peu croyante au mal que vous n'avez pas compris, Valentine? Non,
dit la jeune fille. Je ne lui ai jamais fait de mal. Mais vous êtes riche, Valentine. Mais vous avez 200 000 livres de rente, et ces 200 000 francs de rente, vous les enlevez à son fils. Comment cela? Ma fortune n'est point la sienne, et me vient de mes parents. Sans doute, et voilà pourquoi monsieur et madame de Saint Méran sont morts. C'était pour que vous héritassiez de vos parents. Voilà pourquoi, du jour où il vous a fait son héritière, monsieur Noirtier avait été condamné. Voilà pourquoi, à votre tour, vous devez mourir, Valentine. C'est afin que votre père hérite de vous, et que votre frère, devenu fils unique, hérite de votre père. Édouard, pauvre enfant, et c'est pour lui qu'on commet tous ces crimes? Ah, vous comprenez enfin. Oh mon Dieu, pourvu que tout cela ne retombe pas sur lui. Vous êtes un ange, Valentine. Mais mon grand-père, on a donc renoncé à le tuer, lui? On a réfléchi que vous morte, à moins d'exhérédation, la fortune revenait naturellement à votre frère, et l'on a pensé que le crime, au bout du compte, étant inutile, il était doublement dangereux de le commettre. Et c'est dans l'esprit d'une femme qu'une pareille combinaison a pris naissance. Oh mon Dieu, mon Dieu! Rappelez-vous Pérouse, la treille de l'auberge de la Poste, l'homme au manteau brun que votre belle-mère interrogeait sur l'Aqua Tofana. Eh bien, dès cette époque, tout cet infernal projet mûrissait dans son cerveau. Oh monsieur, s'écria la douce jeune fille, en fondant en larmes, je vois bien, s'il en est ainsi, que je suis condamnée à mourir. Non, Valentine, non, car j'ai prévu tous les complots. Non, car notre ennemie est vaincue, puisqu'elle est devinée. Non, vous vivrez, Valentine, vous vivrez pour aimer et être aimée. Vous vivrez pour être heureuse et rendre un noble cœur heureux. Mais pour vivre, Valentine, il faut avoir bien confiance en moi. Ordonnez, monsieur, que faut-il faire? Il faut prendre aveuglément ce que je vous donnerai. Oh Dieu m'est témoin, s'écria Valentine, que si j'étais seule, j'aimerais mieux me laisser mourir. Vous ne vous confierez à personne, pas même à votre père. Mon père n'est pas dans cet affreux complot, n'est-ce pas, monsieur? Dit Valentine en joignant les mains. Non. Et cependant votre père, l'homme habitué aux accusations juridiques, votre père doit se douter que toutes ces morts qui s'abattent sur sa maison ne sont point naturelles. Votre père, c'est lui qui aurait dû veiller sur vous. C'est lui qui devait être à cette heure à la place que j'occupe. C'est lui qui devrait déjà avoir vidé ce verre. C'est lui qui devrait déjà s'être dressé contre l'assassin. Spectre contre spectre, murmura-t-il, en achevant tout haut sa phrase. Monsieur, dit Valentine, je ferai tout pour vivre, car il existe deux êtres au monde qui m'aiment à en mourir si je mourais, mon grand-père et Maximilien. Je veillerai sur eux, comme j'ai veillé sur vous. Eh bien, monsieur, disposez de moi, dit Valentine. Puis, à voix basse, oh mon Dieu, dit-elle, que va-t-il m'arriver? Quelque chose qui vous arrive, Valentine, ne vous épouvantez point. Si vous souffrez, si vous perdez la vue, l'ouïe, le tact, ne craignez rien. Si vous vous réveillez sans savoir où vous êtes, n'ayez pas peur. Dussiez-vous, en vous éveillant, vous trouver dans quelque caveau sépulcral ou cloué dans quelque bière, rappelez soudain votre esprit et dites-vous, en ce moment, un ami, un père, un homme qui veut mon bonheur et celui de Maximilien, cet homme veille sur moi. Hélas, hélas, quelle terrible extrémité! Valentine, aimez-vous mieux dénoncer votre belle-mère? J'aimerais mieux mourir 100 fois. Oh oui, mourir. Non, vous ne mourrez pas. Et quelque chose qui vous arrive, vous me le promettez, vous ne vous plaindrez pas, vous espérerez. Je penserai à Maximilien. Vous êtes ma fille bien-aimée, Valentine. Seul, je puis vous sauver, et je vous sauverai. Valentine, au comble de la terreur, joignit les mains,
car elle sentait que le moment était venu de demander à Dieu du courage, et se dressa pour prier, murmurant des mots sans suite, et oubliant que ses blanches épaules n'avaient d'autre voile que sa longue chevelure, et que l'on voyait battre son cœur sous la fine dentelle de son peignoir de nuit. Le comte appuya doucement la main sur le bras de la jeune fille, ramena jusque sur son cou la courte pointe de velours, et, avec un sourire paternel: Ma fille, dit-il, croyez en mon dévouement, comme vous croyez en la bonté de Dieu et dans l'amour de Maximilien. Valentine attacha sur lui un regard plein de reconnaissance, et demeura docile comme un enfant sous ses voiles. Alors, le comte tira de la poche de son gilet le drageoir en émeraude, souleva son couvercle d'or, et versa dans la main droite de Valentine une petite pastille ronde de la grosseur d'un pois. Valentine la prit avec l'autre main et regarda le comte attentivement. Il y avait sur les traits de cet intrépide protecteur un reflet de la majesté et de la puissance divine. Il était évident que Valentine l'interrogeait du regard. Oui, répondit celui-ci. Valentine porta la pastille à sa bouche et l'avala. Maintenant, au revoir, mon enfant, dit-il. Je vais essayer de dormir, car vous êtes sauvé. Allez, dit Valentine, quelque chose qui m'arrive, je vous promets de n'avoir pas peur. Monte Cristo tint longtemps ses yeux fixés sur la jeune fille, qui s'endormit peu à peu, vaincue par la puissance du narcotique que le comte venait de lui donner. Alors, il prit le verre, le vida aux trois quarts dans la cheminée, pour que l'on pût croire que Valentine avait bu ce qu'il en manquait, le reposa sur la table de nuit, puis, regagnant la porte de la bibliothèque, il disparut, après avoir jeté un dernier regard sur Valentine, qui s'endormait avec la confiance et la candeur d'un ange couché aux pieds du Seigneur. Chapitre 102. Valentine. La veilleuse continuait de brûler sur la cheminée de Valentine, épuisant les dernières gouttes d'huile qui surnageaient encore sur l'eau. Déjà, un cercle plus rougeâtre colorait l'albâtre du globe. Déjà la flamme plus vive laissait échapper ces derniers pétillements qui semblent chez les êtres inanimés ces dernières convulsions de l'agonie qu'on a si souvent comparées à celles des pauvres créatures humaines. Un jour bas et sinistre venait teindre d'un reflet d'opale les rideaux blancs et les draps de la jeune fille. Tous les bruits de la rue étaient éteints pour cette fois, et le silence intérieur était effrayant. La porte de la chambre d'Édouard s'ouvrit alors, et une tête que nous avons déjà vue parut dans la glace opposée à la porte. C'était Madame de Villefort qui rentrait pour voir l'effet du breuvage. Elle s'arrêta sur le seuil, écouta le pétillement de la lampe, seul bruit perceptible dans cette chambre qu'on eût crue déserte. Puis, elle s'avança doucement vers la table de nuit pour voir si le verre de Valentine était vide. Il était encore plein au quart, comme nous l'avons dit. Madame de Villefort le prit et alla le vider dans les cendres, qu'elle remua pour faciliter l'absorption de la liqueur. Puis, elle rinça soigneusement le cristal, l'essuya avec son propre mouchoir et le replaça sur la table de nuit. Quelqu'un, dont le regard eût pu plonger dans l'intérieur de la chambre, eût pu voir alors l'hésitation de Madame de Villefort à fixer ses yeux sur Valentine et à s'approcher du lit. Cette lueur lugubre, ce silence, cette terrible poésie de la nuit venaient sans doute se combiner avec l'épouvantable poésie de la conscience. L'empoisonneuse avait peur de son œuvre. Enfin, elle s'enhardit, écarta le rideau, s'appuya
au chevet du lit et regarda Valentine. La jeune fille ne respirait plus. Ses dents, à demi desserrées, ne laissaient échapper aucun atome de ce souffle qui décèle la vie. Ses lèvres blanchissantes avaient cessé de frémir. Ses yeux, noyés dans une vapeur violette qui semblait avoir filtré sous la peau, formaient une saillie plus blanche à l'endroit où le globe enflait la paupière, et ses longs cils noirs rayaient une peau déjà mate comme la cire. Madame de Villefort contempla ce visage d'une expression si éloquente dans son immobilité. Elle s'enhardit alors, et, soulevant la couverture, elle appuya sa main sur le coeur de la jeune fille. Il était muet et glacé. Ce qui battait sous sa main, c'était l'artère de ses doigts. Elle retira sa main avec un frisson. Le bras de Valentine pendait hors du lit. Ce bras, dans toute la partie qui se rattachait à l'épaule et s'étendait jusqu'à la saignée, semblait moulé sur celui d'une des grâces de Germain Pilon. Mais l'avant-bras était légèrement déformé par une crispation, et le poignet, d'une forme si pure, s'appuyait, un peu raidi, et les doigts écartés, sur l'acajou. La naissance des ongles était bleuâtre. Pour Madame de Villefort, il n'y avait plus de doute. Tout était fini. L'œuvre terrible, la dernière qu'elle eût à accomplir, était enfin consommée. L'empoisonneuse n'avait plus rien à faire dans cette chambre. Elle recula avec tant de précaution qu'il était visible qu'elle redoutait le craquement de ses pieds sur le tapis. Mais tout en reculant, elle tenait encore le rideau soulevé, absorbant ce spectacle de la mort qui porte en soi son irrésistible attraction, tant que la mort n'est pas la décomposition, mais seulement l'immobilité, tant qu'elle demeure le mystère et n'est pas encore le dégoût. Les minutes s'écoulaient. Madame de Villefort ne pouvait lâcher ce rideau qu'elle tenait suspendu comme un linceul au-dessus de la tête de Valentine. Elle paya son tribut à la rêverie du crime, ce doit être le remords. En ce moment, les pétillements de la veilleuse redoublèrent. Madame de Villefort, à ce bruit, tressaillit et laissa retomber le rideau. Au même instant, la veilleuse s'éteignit, et la chambre fut plongée dans une effrayante obscurité. Au milieu de cette obscurité, la pendule s'éveilla et sonna 4 heures et demie. L'empoisonneuse, épouvantée de ces commotions successives, regagna en tâtonnant la porte et rentra chez elle la sueur de l'angoisse au front. L'obscurité continua encore 2 heures. Puis peu à peu, un jour blafard envahit l'appartement, filtrant aux lames des persiennes. Puis peu à peu encore, il se fit grand, et vint rendre une couleur et une forme aux objets et au corps. C'est à ce moment que la toux de la garde-malade retentit dans l'escalier, et que cette femme entra chez Valentine, une tasse à la main. Pour un père, pour un amant, le premier regard eût été décisif. Valentine était morte. Pour cette mercenaire, Valentine n'était qu'endormie. Bon, dit-elle, en s'approchant de la table de nuit, elle a bu une partie de sa potion, et le verre est aux 2 tiers vide. Puis, elle alla à la cheminée, ralluma le feu, s'installa dans son fauteuil, et quoiqu'elle sortît de son lit, elle profita du sommeil de Valentine pour dormir encore quelques instants. La pendule l'éveilla en sonnant 8 heures. Alors, étonnée de ce sommeil obstiné dans lequel demeurait la jeune fille, effrayée de ce bras pendant hors du lit et que la dormeuse n'avait point ramené à elle,
Elle s'avança vers le lit, et ce fut alors seulement qu'elle remarqua ces lèvres froides et cette poitrine glacée. Elle voulut ramener le bras près du corps, mais le bras n'obéit qu'avec cette raideur effrayante à laquelle ne pouvait pas se tromper une garde-malade. Elle poussa un horrible cri, puis, courant à la porte, « Au secours !» cria-t-elle. « Au secours !» Comment au secours? Répondit du bas de l'escalier la voix de M. d'avrigny. C'était l'heure où le docteur avait l'habitude de venir. Comment au secours? S'écria la voix de Villefort, sortant alors précipitamment de son cabinet. Docteur, n'avez-vous pas entendu crier au secours? Oui, oui, montons, répondit d'avrigny. Montons vite chez Valentine. Mais avant que le médecin et le père fussent entrés, les domestiques qui se trouvaient au même étage, dans les chambres ou dans les corridors, étaient entrés, et, voyant Valentine pâle et immobile sur son lit, levaient les mains au ciel et chancelaient comme frappés de vertige. Appelez Madame de Villefort, réveillez Madame de Villefort, cria le procureur du roi, de la porte de la chambre dans laquelle il semblait n'oser entrer. Mais les domestiques, au lieu de répondre, regardaient M. d'avrigny, qui était entré, lui, et qui avait couru à Valentine, et qui la soulevait dans ses bras. Encore celle-ci, murmura-t-il en la laissant tomber. Oh mon Dieu, quand vous la serez-vous? Villefort s'élança dans l'appartement. Que dites-vous? Mon Dieu, s'écria-t-il, en levant les deux mains au ciel. Docteur, docteur! Je dis que Valentine est morte, répondit d'avrigny d'une voix solennelle et terrible dans sa solennité. M. de Villefort s'abattit comme si ses jambes étaient brisées, et retomba, la tête sur le lit de Valentine. Aux paroles du docteur, aux cris du père, les domestiques terrifiés s'enfuirent avec de sourdes imprécations. On entendit par les escaliers et par les corridors leurs pas précipités. Puis un grand mouvement dans les cours. Puis ce fut tout. Le bruit s'éteignit. Depuis le premier jusqu'au dernier, ils avaient déserté la maison maudite. En ce moment, Mme de Villefort, le bras à moitié passé dans son peignoir du matin, souleva la tapisserie. Un instant, elle demeura sur le seuil, ayant l'air d'interroger les assistants et appelant à son aide quelques larmes rebelles. Tout à coup, elle fit un pas, ou plutôt un bond en avant, les bras étendus vers la table. Elle venait de voir d'avrigny se pencher curieusement sur cette table et y prendre le verre qu'elle était certaine d'avoir vidé pendant la nuit. Le verre se trouvait au tiers plein, juste comme il était quand elle en avait jeté le contenu dans les cendres. Le spectre de Valentine, dressé devant l'empoisonneuse, eût produit moins d'effet sur elle. En effet, c'est bien la couleur du breuvage qu'elle avait versé dans le verre de Valentine, et que Valentine a bu. C'est bien ce poison qui ne peut tromper l'œil de M. d'avrigny, et que M. d'avrigny regarde attentivement. C'est bien un miracle que Dieu a fait sans doute pour qu'il restât, malgré les précautions de l'assassin, une trace, une preuve, une dénonciation du crime. Cependant, tandis que Mme de Villefort était restée immobile comme la statue de la terreur, tandis que Villefort, la tête cachée dans les draps du lit mortuaire, ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui, d'avrigny s'approchait de la fenêtre pour mieux examiner de l'œil le contenu du verre et en déguster une goutte prise au bout du doigt. Ah, murmura-t-il, ce n'est plus de la brucine maintenant. Voyons ce que c'est. Alors, il courut à une des armoires de la chambre de Valentine, armoire transformée en pharmacie, et tirant de sa petite cage d'argent un flacon d'acide nitrique,
en laissa tomber quelques gouttes dans l'opale de la liqueur qui se changea aussitôt en un demi-verre de sang vermeil. Ah, fit d'avrigny avec l'horreur du juge à qui se révèle la vérité mêlée à la joie du savant à qui se dévoile un problème. Mme de Villefort tourna un instant sur elle-même. Ses yeux lancèrent des flammes, puis s'éteignirent. Elle chercha, chancelante, la porte de la main et disparut. Un instant après, on entendit le bruit éloigné d'un corps qui tombait sur le parquet. Mais personne n'y fit attention. La garde était occupée à regarder l'analyse chimique. Villefort était toujours anéanti. M. d'avrigny seul avait suivi des yeux mme de Villefort et avait remarqué sa sortie précipitée. Il souleva la tapisserie de la chambre de Valentine, et son regard, à travers celle d'Édouard, put plonger dans l'appartement de mme de Villefort, qu'il vit étendue sans mouvement sur le parquet. Allez secourir mme de Villefort, dit-il à la garde. Mme de Villefort se trouve mal. Mais Valentine, balbutia celle-ci. Mademoiselle Valentine n'a plus besoin de secours, dit d'avrigny, puisque mademoiselle Valentine est morte. Morte, morte, soupira Villefort, dont le paroxysme d'une douleur d'autant plus déchirante qu'elle était nouvelle. Inconnue, inouïe pour ce cœur de bronze. Morte, dites-vous s'écria une troisième voix. Qui a dit que Valentine était morte? Les deux hommes se retournèrent, et sur la porte aperçurent Morrel debout, pâle, bouleversé, terrible. Voilà ce qui était arrivé. À son heure habituelle, et par la petite porte qui conduisait chez Noirtier, Morrel s'était présenté. Contre la coutume, il trouva la porte ouverte. Il n'eut donc pas besoin de sonner. Il entra. Dans le vestibule, il attendit un instant, appela un domestique quelconque qui l'introduisit près du vieux Noirtier. Mais personne n'avait répondu. Les domestiques, on le sait, avaient déserté la maison. Morrel n'avait ce jour-là aucun motif particulier d'inquiétude. Il avait la promesse de Monte Cristo que Valentine vivrait, et jusque-là la promesse avait été fidèlement tenue. Chaque soir, le comte lui avait donné de bonnes nouvelles, que confirmait le lendemain Noirtier lui-même. Cependant, cette solitude lui parut singulière. Il appela une seconde fois, une troisième fois, même silence. Alors il se décida à monter. La porte de Noirtier était ouverte comme les autres portes. La première chose qu'il vit fut le vieillard dans son fauteuil, à sa place habituelle. Ses yeux dilatés semblaient exprimer un effroi intérieur que confirmait encore la pâleur étrange répandue sur ses traits. Comment allez-vous, monsieur? Demanda le jeune homme, non sans un certain serrement de cœur. Bien, fit le vieillard avec son clignement d'yeux. Bien. Mais sa physionomie sembla croître en inquiétude. Vous êtes préoccupé, continua Morrel. Vous avez besoin de quelque chose. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un de vos gens? Oui, fit Noirtier. Morrel se suspendit au cordon de la sonnette. Mais il eut beau le tirer à le rompre, personne ne vint. Il se tourna vers Noirtier. La pâleur et l'angoisse allaient croissant sur le visage du vieillard. Mon Dieu, dit Morrel, mais pourquoi ne vient-on pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade dans la maison? Les yeux de Noirtier parurent prêts à jaillir de leur orbite. Mais qu'avez-vous donc? Continua Morrel. Vous m'effrayez. Valentine, Valentine. Oui, oui, fit Noirtier. Maximilien ouvrit la bouche pour parler, mais sa langue ne put articuler aucun son. Il chancela et se retint à la boiserie. Puis il étendit la main vers la porte. Oui,
Oui, oui, continua le vieillard. Maximilien s'élança par le petit escalier, qu'il franchit en 2 bonds, tant que Noirtier semblait lui crier des yeux: plus vite, plus vite. Une minute suffit au jeune homme pour traverser plusieurs chambres, solitaires comme le reste de la maison, et pour arriver à celle de Valentine. Il n'eut pas besoin de pousser la porte, elle était toute grande ouverte. Un sanglot fut le premier bruit qu'il perçut. Il vit, comme à travers un nuage, une figure noire agenouillée et perdue dans un amas confus de draperies blanches. La crainte, l'effroyable crainte, le clouait sur le seuil. Ce fut alors qu'il entendit une voix qui disait: Valentine est morte. Et une seconde voix qui, comme un écho, répondait: morte, morte. Chapitre 103. Maximilien. Villefort se releva, presque honteux d'avoir été surpris dans l'accès de cette douleur. Le terrible état qu'il exerçait depuis 25 ans était arrivé à en faire plus ou moins qu'un homme. Son regard, un instant égaré, se fixa sur Morrel. Qui êtes-vous, monsieur? dit-il. Vous qui oubliez qu'on n'entre pas ainsi dans une maison qu'habite la mort. Sortez, monsieur, sortez. Mais Morrel demeurait immobile. Il ne pouvait détacher ses yeux du spectacle effrayant de ce lit en désordre et de la pâle figure qui était couchée dessus. Sortez, entendez-vous? Cria Villefort, tandis que d'Avrigny s'avançait de son côté pour faire sortir Morrel. Celui-ci regarda d'un air égaré ce cadavre, ces 2 hommes, toute la chambre, sembla hésiter un instant, ouvrit la bouche, puis enfin, ne trouvant pas un mot à répondre, malgré l'innombrable essaim d'idées fatales qui envahissaient son cerveau, il rebroussa chemin en enfonçant ses mains dans ses cheveux, de telle sorte que Villefort et d'Avrigny, un instant distraits de leurs préoccupations, échangèrent, après l'avoir vu des yeux, un regard qui voulait dire: il est fou. Mais avant que 5 minutes ne fussent écoulées, on entendit gémir l'escalier sous un poids considérable, et l'on vit Morrel qui, avec une force surhumaine, soulevant le fauteuil de Noirtier entre ses bras, apportait le vieillard au premier étage de la maison. Arrivé au haut de l'escalier, Morrel posa le fauteuil à terre et le roula rapidement jusque dans la chambre de Valentine. Toute cette manoeuvre s'exécuta avec une force décuplée par l'exaltation frénétique du jeune homme. Mais une chose était effrayante surtout, c'était la figure de Noirtier s'avançant vers le lit de Valentine, poussé par Morrel, la figure de Noirtier en qui l'intelligence déployait toutes ses ressources, dont les yeux réunissaient toute leur puissance pour suppléer aux autres facultés. Aussi ce visage pâle, au regard enflammé, fut-il pour Villefort une effrayante apparition. Chaque fois qu'il s'était trouvé en contact avec son père, il s'était toujours passé quelque chose de terrible. Voyez ce qu'ils en ont fait, cria Morrel, une main encore appuyée au dossier du fauteuil qu'il venait de pousser jusqu'au lit, et l'autre étendue vers Valentine. Voyez, mon père, voyez. Villefort recula d'un pas et regarda avec étonnement ce jeune homme qui lui était presque inconnu et qui appelait Noirtier son père. En ce moment, toute l'âme du vieillard sembla passer dans ses yeux, qui s'injectèrent de sang. Puis, les veines de son cou se gonflèrent, une teinte bleuâtre, comme celle qui envahit la peau de l'épileptique, couvrit son cou, ses joues et ses tempes. Il ne manquait à cette explosion intérieure de tout l'être qu'un cri. Ce cri sortit pour ainsi dire de tous les pores, effrayant dans son mutisme, déchirant dans son silence. D'avrigny se précipita vers le vieillard et lui fit respirer un violent révulsif. Monsieur, s'écria alors Morrel, en saisissant la main inerte du paralytique, on me demande ce que je suis, et quel droit j'ai d'être ici.
Oh, vous qui le savez, dites-le vous, dites-le. Et la voix du jeune homme s'éteignit dans les sanglots. Quant au vieillard, sa respiration haletante secouait sa poitrine. On eût dit qu'il était en proie à ces agitations qui précèdent l'agonie. Enfin, les larmes vinrent jaillir des yeux de Noirtier, plus heureux que le jeune homme qui sanglotait sans pleurer. Sa tête ne pouvant se pencher, ses yeux se fermèrent. Dites, continua Morrel d'une voix étranglée, dites que j'étais son fiancé. Dites qu'elle était ma noble amie, mon seul amour sur la terre. Dites, dites, dites que ce cadavre m'appartient. Et le jeune homme, donnant le terrible spectacle d'une grande force qui se brise, tomba lourdement à genoux devant ce lit que ses doigts crispés étreignirent avec violence. Cette douleur était si poignante que d'avrigny se détourna pour cacher son émotion, et que Villefort, sans demander d'autre explication, attiré par ce magnétisme qui nous pousse vers ceux qui ont aimé ceux que nous pleurons, tendit sa main au jeune homme. Mais Morrel ne voyait rien. Il avait saisi la main glacée de Valentine, et, ne pouvant parvenir à pleurer, il mordait les draps en rugissant. Pendant quelque temps, on n'entendit dans cette chambre que le conflit des sanglots, des imprécations et de la prière. Et cependant, un bruit dominait tout cela. C'était l'aspiration rauque et déchirante qui semblait, à chaque reprise d'air, rompre un des ressorts de la vie dans la poitrine de Noirtier. Enfin Villefort, le plus maître de tous, après avoir pour ainsi dire cédé pendant quelque temps sa place à Maximilien, Villefort prit la parole. Monsieur, dit-il à Maximilien, vous aimiez Valentine, dites-vous, vous étiez son fiancé. J'ignorais cet amour, j'ignorais cet engagement, et cependant, moi son père, je vous le pardonne, car je le vois, votre douleur est grande, réelle et vraie. D'ailleurs, chez moi aussi la douleur est trop grande pour qu'il reste en mon cœur place pour la colère. Mais vous le voyez, l'ange que vous espériez a quitté la terre. Elle n'a plus que faire des adorations des hommes, elle qui, à cette heure, adore le Seigneur. Faites donc vos adieux, monsieur, à la triste dépouille qu'elle a oubliée parmi nous. Prenez une dernière fois sa main que vous attendiez, et séparez-vous d'elle à jamais. Valentine n'a plus besoin maintenant que du prêtre qui doit la bénir. Vous vous trompez, monsieur, s'écria Morrel en se relevant sur un genou, le cœur traversé par une douleur plus aiguë qu'aucune de celles qu'il eût encore ressenties. Vous vous trompez. Valentine, morte comme elle est morte, a non seulement besoin d'un prêtre, mais encore d'un vengeur. Monsieur de Villefort, envoyez chercher le prêtre. Moi, je serai le vengeur. Que voulez-vous dire, monsieur murmura Villefort tremblant à cette nouvelle inspiration du délire de Morrel. Je veux dire, continua Morrel, qu'il y a deux hommes en vous, monsieur. Le père a assez pleuré. Que le procureur du roi commence son office. Les yeux de Noirtier étincelèrent. D'avrigny se rapprocha. Monsieur, continua le jeune homme, en recueillant des yeux tous les sentiments qui se révélaient sur les visages des assistants. Je sais ce que je dis, et vous savez tous aussi bien que moi ce que je vais dire. Valentine est morte, assassinée. Villefort baissa la tête. D'avrigny s'avança d'un pas encore. Noirtier fit oui des yeux. Or, monsieur, continua Morrel, au temps où nous vivons, une créature, ne fût-elle pas jeune, ne fût-elle pas belle, ne fût-elle pas adorable comme était Valentine, une créature ne disparaît pas violemment du monde sans que l'on demande compte de sa disparition. Allons, monsieur le procureur du roi, ajouta Morrel avec une véhémence croissance. Pas de pitié. Je vous dénonce le crime. Cherchez l'assassin. Et son œil implacable interrogeait Villefort, qui, de son côté, sollicitait du regard tantôt Noirtier, tantôt d'Avrigny. Mais au lieu de trouver secours dans son père et dans le docteur,
Villefort ne rencontra en eux qu'un regard aussi inflexible que celui de Morrel. Oui, fit le vieillard. Certes, dit d'avrigny. Monsieur, répliqua Villefort, essayant de lutter contre cette triple volonté et contre sa propre émotion. Monsieur, vous vous trompez. Il ne se commet pas de crime chez moi. La fatalité me frappe, Dieu m'éprouve. C'est horrible à penser, mais on n'assassine personne. Les yeux de Noirtier flamboyèrent. D'avrigny ouvrit la bouche pour parler. Morrel étendit le bras, en commandant le silence. Et moi je vous dis que l'on tue ici, s'écria Morrel, dont la voix baissa sans rien perdre de sa vibration terrible. Je vous dis que voilà la quatrième victime frappée depuis 4 mois. Je vous dis qu'on avait déjà une fois, il y a 4 jours de cela, essayé d'empoisonner Valentine, et que l'on avait échoué grâce aux précautions qu'avait prises M. de Noirtier. Je vous dis que l'on a doublé la dose ou changé la nature du poison, et que cette fois on a réussi. Je vous dis que vous savez tout cela aussi bien que moi. Enfin, puisque monsieur que voilà vous en a prévenu, et comme médecin et comme ami. Oh, vous êtes en délire, monsieur, dit Villefort, essayant vainement de se débattre dans le cercle où il se sentait pris. Je suis en délire, s'écria Morrel. Eh bien, j'en appelle à monsieur d'avrigny lui-même. Demandez-lui, monsieur, s'il se souvient encore des paroles qu'il a prononcées dans votre jardin, dans le jardin de cet hôtel, le soir même de la mort de madame de Saint-Méran, alors que tous deux, vous et lui, vous croyant seuls, vous vous entreteniez de cette mort tragique, dans laquelle cette fatalité dont vous parlez, et Dieu, que vous accusez injustement, ne peuvent être comptés que pour une chose, c'est-à-dire pour avoir créé l'assassin de Valentine. Villefort et d'avrigny se regardèrent. Oui, oui, rappelez-vous, dit Morrel, car ces paroles, que vous croyez livrées au silence et à la solitude, sont tombées dans mon oreille. Certes, de ce soir-là, en voyant la coupable complaisance de M. de Villefort pour les siens, j'eusse dû tout découvrir à l'autorité. Je ne serais pas complice comme je le suis en ce moment de ta mort, Valentine, ma Valentine bien-aimée. Mais le complice deviendra le vengeur. Ce quatrième meurtre est flagrant et visible aux yeux de tous. Et si ton père t'abandonne, Valentine, c'est moi, je te le jure, qui poursuivrai l'assassin. Et cette fois, comme si la nature avait enfin pitié de cette vigoureuse organisation près de se briser par sa propre force, les dernières paroles de Morrel s'éteignirent dans sa gorge. Sa poitrine éclata en sanglots, les larmes, si longtemps rebelles, jaillirent de ses yeux. Il s'affaissa sur lui-même et retomba, à genoux, pleurant près du lit de Valentine. Alors ce fut le tour de d'avrigny. Et moi aussi, dit-il d'une voix forte, moi aussi je me joins à M. Morrel pour demander justice du crime, car mon cœur se soulève à l'idée que ma lâche complaisance a encouragé l'assassin. Oh mon Dieu, murmura Villefort anéanti. Morrel releva la tête, en lisant dans les yeux du vieillard qui lançait une flamme surnaturelle. Tenez, dit-il, tenez, monsieur Noirtier veut parler. Oui, fit Noirtier, avec une expression d'autant plus terrible que toutes les facultés de ce pauvre vieillard impuissant étaient concentrées dans son regard. Vous connaissez l'assassin, dit Morrel. Oui, répliqua Noirtier. Et vous allez nous guider, s'écria le jeune homme. Écoutons, monsieur d'avrigny, écoutons. Noirtier adressa au malheureux Morrel un sourire mélancolique, un de ces doux sourires des yeux qui tant de fois avaient rendu Valentine heureuse, et fixa son attention. Puis, ayant rivé pour ainsi dire les yeux de son interlocuteur aux siens, il les détourna vers la porte. Vous voulez que je sorte, monsieur s'écria douloureusement Morrel. Oui, fit Noirtier. Hélas, hélas, monsieur, mais ayez donc pitié de moi. Les yeux du vieillard
demeurèrent impitoyablement fixés sur la porte. Pourrais-je revenir au moins demanda Morrel. Oui. Dois-je sortir seul? Non. Qui dois-je emmener avec moi? Monsieur le procureur du roi? Non. Le docteur? Oui. Vous voulez rester seul avec monsieur de Villefort? Oui. Mais pourra-t-il vous comprendre, lui? Oui. Oh, dit Villefort, presque joyeux de ce que l'enquête allait se faire en tête-à-tête. Oh, soyez tranquille, je comprends très bien mon père. Et tout en disant cela, avec une expression de joie que nous avons signalée, les dents du procureur du roi s'entrechoquaient avec violence. D'avrigny prit le bras de Morrel et entraîna le jeune homme dans la chambre voisine. Il se fit alors dans toute cette maison un silence plus profond que celui de la mort. Enfin, au bout d'un quart d'heure, un pas chancelant se fit entendre, et Villefort parut sur le seuil du salon où se tenaient d'Avrigny et Morrel, l'un absorbé et l'autre suffocant. Venez, dit-il, et il les ramena près du fauteuil de Noirtier. Morrel, alors, regarda attentivement Villefort. La figure du procureur du roi était livide. De larges taches de couleur de rouille sillonnaient son front. Entre ses doigts, une plume tordue de mille façons criait en se déchiquetant en lambeaux. Messieurs, dit-il d'une voix étranglée à d'Avrigny et à Morrel, messieurs, votre parole d'honneur que l'horrible secret demeurera enseveli entre nous. Les deux hommes firent un mouvement. Je vous en conjure, continua Villefort. Mais, dit Morrel, le coupable, le meurtrier, l'assassin. Soyez tranquille, monsieur. Justice sera faite, dit Villefort. Mon père m'a révélé le nom du coupable. Mon père a soif de vengeance comme vous, et cependant mon père vous conjure, comme moi, de garder le secret du crime. N'est-ce pas, mon père? Oui, fit résolument Noirtier. Morrel laissa échapper un mouvement d'horreur et d'incrédulité. Oh, s'écria Villefort en arrêtant Maximilien par le bras. Oh, monsieur, si mon père, l'homme inflexible que vous connaissez, vous fait cette demande, c'est qu'il sait que Valentine sera terriblement vengée. N'est-ce pas, mon père? Le vieillard fit signe que oui. Villefort continua. Il me connaît, lui, et c'est à lui que j'ai engagé ma parole. Rassurez-vous donc, messieurs. 3 jours. Je vous demande 3 jours. C'est moins que ne vous demanderait la justice. Et dans 3 jours, la vengeance que j'aurai tirée du meurtre de mon enfant fera frissonner jusqu'au fond de leur cœur les plus indifférents des hommes. N'est-ce pas, mon père? Et en disant ces paroles, il grinça des dents et secouait la main engourdie du vieillard. Tout ce qui est promis sera-t-il tenu, monsieur Noirtier? Demanda Morrel, tandis que d'Avrigny interrogeait du regard. Oui, fit Noirtier, avec un regard de sinistre joie. Jurez donc, messieurs, dit Villefort, en joignant les mains de d'Avrigny et de Morrel. Jurez que vous aurez pitié de l'honneur de ma maison, et que vous me laisserez le soin de le venger. D'avrigny se détourna et murmura un oui bien faible. Mais Morrel arracha sa main du magistrat, se précipita vers le lit, imprima ses lèvres sur les lèvres glacées de Valentine et s'enfuit avec le long gémissement d'une âme qui s'engloutit dans le désespoir. Nous avons dit que tous les domestiques avaient disparu. M. de Villefort fut donc forcé de prier d'Avrigny de se charger des démarches, si nombreuses et si délicates qu'entraîne la mort dans nos grandes villes, et surtout la mort accompagnée de circonstances aussi suspectes. Quant à Noirtier, c'était quelque chose de terrible à voir que cette douleur sans mouvement, que ce désespoir sans geste, que ces larmes sans voix. Villefort rentra dans son cabinet.
D'avrigny alla chercher le médecin de la mairie qui remplit les fonctions d'inspecteur après décès et que l'on nomme assez énergiquement le médecin des morts. Noirtier ne voulut point quitter sa petite-fille. Au bout d'une demi-heure, M. d'avrigny revint avec son confrère. On avait fermé les portes de la rue, et comme le concierge avait disparu avec les autres serviteurs, ce fut Villefort lui-même qui alla ouvrir. Mais il s'arrêta sur le palier. Il n'avait plus le courage d'entrer dans la chambre mortuaire. Les deux docteurs pénétrèrent donc jusqu'à la chambre de Valentine. Noirtier était près du lit, pâle comme la morte, immobile et muet comme elle. Le médecin des morts s'approcha avec l'indifférence de l'homme qui passe la moitié de sa vie avec les cadavres, souleva le bras qui recouvrait la jeune fille et entr'ouvrit seulement les lèvres. Oh, dit d'avrigny en soupirant, la pauvre jeune fille, elle est bien morte, allez. Oui, répondit laconiquement le médecin en laissant retomber le drap qui recouvrait le visage de Valentine. Noirtier fit entendre un sourd raclement. D'avrigny se retourna. Les yeux du vieillard étincelaient. Le bon docteur comprit que Noirtier réclamait la vue de son enfant. Il le rapprocha du lit, tandis que le médecin des morts trempait dans de l'eau chlorurée les doigts qui avaient touché les lèvres de la trépassée. Il découvrit ce calme et pâle visage qui semblait celui d'un ange endormi. Une larme qui reparut au coin de l'œil de Noirtier fut le remerciement que reçut le bon docteur. Le médecin des morts dressa son procès-verbal sur le coin d'une table, dans la chambre même de Valentine, et cette formalité suprême accomplie, sortit, reconduit par le docteur. Villefort les entendit descendre et reparut à la porte de son cabinet. En quelques mots, il remercia le médecin, et se retournant vers d'avrigny, et maintenant, dit-il, le prêtre, avez-vous un ecclésiastique que vous désirez plus particulièrement chargé de prier près de Valentine demanda d'avrigny. Non, dit Villefort, allez chez le plus proche. Le plus proche, dit le médecin, est un bon abbé italien qui est venu demeurer dans la maison voisine de la vôtre. Voulez-vous que je le prévienne en passant? D'avrigny, dit Villefort, veuillez, je vous prie, accompagner monsieur. Voici la clef pour que vous puissiez entrer et sortir à volonté. Vous ramènerez le prêtre, et vous vous chargerez de l'installer dans la chambre de ma pauvre enfant. Désirez-vous lui parler, mon ami? Je désire être seul. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Un prêtre doit comprendre toutes les douleurs, même la douleur paternelle. Et M. de Villefort, donnant un passe-partout à d'avrigny, salua une dernière fois le docteur étranger et rentra dans son cabinet, où il se mit à travailler. Pour certaines organisations, le travail est le remède à toutes les douleurs. Au moment où ils descendaient dans la rue, ils aperçurent un homme vêtu d'une soutane qui se tenait sur le seuil de la porte voisine. Voici celui dont je vous parlais, dit le médecin des morts à d'avrigny. D'avrigny aborda l'ecclésiastique. Monsieur, lui dit-il, seriez-vous disposé à rendre un grand service à un malheureux père qui vient de perdre sa fille, à monsieur le procureur du roi Villefort? Ah, monsieur, répondit le père avec un accent italien des plus prononcés. Oui, je sais, la mort est dans sa maison. Alors je n'ai point à vous apprendre quel genre de service il ose attendre de vous. J'allais aller m'offrir, monsieur, dit le prêtre. C'est notre mission d'aller au-devant de nos devoirs. C'est une jeune fille. Oui, je sais cela. Je l'ai appris des domestiques que j'ai vus fouillant la maison. J'ai su qu'elle s'appelait Valentine, et j'ai déjà prié pour elle. Merci, merci, monsieur, dit d'avrigny. Et puisque vous avez déjà commencé d'exercer votre saint ministère, daignez le continuer. Venez vous asseoir près de la morte, et toute une famille plongée dans le deuil vous sera bien reconnaissante. J'y vais, monsieur, répondit l'abbé. Et j'ose dire que jamais prières ne sont plus ardentes que les miennes. D'avrigny prit l'abbé par la main, et sans rencontrer Villefort, enfermé dans son cabinet,
il le conduisit jusqu'à la chambre de Valentine, dont les ensevelisseurs devaient s'emparer seulement la nuit suivante. En entrant dans la chambre, le regard de Noirtier avait rencontré celui de l'abbé, et sans doute il crut y lire quelque chose de particulier, car il ne le quitta plus. D'avrigny recommanda au prêtre non seulement la morte, mais le vivant, et le prêtre promit à d'avrigny de donner ses prières à Valentine et ses soins à Noirtier. L'abbé s'y engagea solennellement, et sans doute pour n'être pas dérangé dans ses prières, et pour que Noirtier ne fût pas dérangé dans sa douleur, il alla, dès que M. d'avrigny eut quitté la chambre, fermer non seulement les verrous de la porte par laquelle le docteur venait de sortir, mais encore les verrous de celle qui conduisait chez mme de